Bonjour Christophe, merci infiniment d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci de votre participation sur l'Univox Academy. Bonjour Julien, ravi et merci de l'opportunité. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser une première question. Christophe, quelles sont les conséquences de la crise de 2020 dans la relation entre J&J Medical Device et vos professionnels de santé? Mhm. C'est très simple. Déjà, il y avait deux priorités lorsque l'on a commencé à affronter cette pandémie. La première priorité, c'était d'assurer la santé et la sécurité de nos collaborateurs. Donc, on a pris des mesures très strictes par rapport à ça. La deuxième chose, c'était de sécuriser aussi l'approvisionnement des produits auprès des établissements de santé pour que les chirurgiens puissent continuer à travailler, notamment pour la chirurgie d'urgence. Donc, assurer la continuité des soins auprès des patients. Et donc, pour cela, il y a un certain nombre de collaborateurs qui ont dû continuer à aller sur le terrain au bloc opératoire pour des chirurgies d'urgence, des chirurgies chaudes, tant traumatologiques que des types d'arythmies cardiaques d'urgence, et pour aider justement les professionnels de santé à pouvoir opérer et donc sauver finalement quelques vies. Donc c'est un mix entre forcément donc une présence physique auprès des établissements de santé en cas d'urgence, et sinon on est passé en complètement virtuel quasiment depuis le début de la crise. On a eu en effet cet été, au mois de septembre-octobre, un rayon de soleil pour pouvoir retourner sur le terrain, ce que l'on a arrêté pendant la deuxième vague aussi, pour laisser la place aux professionnels de santé et s'assurer qu'ils puissent être complètement concentrés sur la gestion de la deuxième vague, et puis aussi assurer la pérennité de la santé de nos employés. On parle aujourd'hui d'un mot qui commence à devenir à la mode, de phygital interaction en anglais, donc physique et digital. Donc voilà, donc je pense que ça résume bien la manière dont on travaille aujourd'hui avec nos clients, qu'ils soient d'ailleurs cliniques ou non cliniques. Merci Christophe. Je vais passer à une deuxième question. Vous venez de parler donc des professionnels de santé. Quelles sont les nouvelles attentes des professionnels de santé vis-à-vis des industriels de santé et de J&J en particulier? Mhm. Donc, quand il y a un environnement qui est autant chamboulé que pendant ce type de crise, finalement, on revient au basique. Et le basique, c'est de sécuriser l'approvisionnement des produits pour pouvoir continuer les chirurgies ou en tout cas les soins aux patients. Donc, il y a eu de grosses questions par rapport à ça. Ça a été d'ailleurs à la une des médias pour certains types de produits médicaux, les masques chirurgicaux et autres. Et pour nous, c'est bien évidemment, c'était pour nos familles de produits, que ce soit en orthopédie, en traitement des arythmies cardiaques ou en chirurgie générale. Et ici, on a eu la chance d'avoir un groupe qui a continué à investir sur les sites de production. On a arrêté bien évidemment aucune production, mais on n'a pas non plus diminué les volumes de production pendant la première phase du Covid, où il y avait quand même beaucoup d'incertitudes sur le marché et l'activité. Et donc, on a construit des stocks pour justement pallier à potentiellement des usines qui tournent à moitié à cause d'équipes qui sont atteintes par le Covid, ou aussi par le fait qu'on s'attendait, et ce qui s'est passé d'ailleurs l'été dernier, à un rattrapage d'activité dans les blocs opératoires. Ça a été le cas légèrement en France, et donc on espère que ce sera le cas sur la deuxième partie d'année 2021. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'on travaille avec les associations de patients. Il y a beaucoup d'attentes de la part des associations de patients. Donc, on a fait pas mal de choses autour de l'obésité en temps d'information et de prise de conscience. Que l'obésité, par exemple, c'était un facteur aggravant avec le Covid. Au niveau des patients qui sont atteints des troubles de rythmie cardiaque aussi. Donc, on a fait pas mal de choses avec les associations de patients pour créer de l'awareness auprès de ce type de patients. Alors aujourd'hui, ces professionnels de santé sont de plus en plus inaccessibles du fait du plan blanc, de leur agenda extrêmement busy, on va dire. Comment est-ce que J&J Medical Device continue justement d'assurer leur formation? Mhm. Ouais, donc c'est forcément un mix aussi. Donc tout est devenu un mix entre le virtuel et le physique. Donc la théorie aujourd'hui, la formation théorique, on l'assure par du e-learning ou du virtuel, donc ça, pas de souci. Et puis la partie pratique, forcément, il y a une partie présentielle qui parfois est obligatoire, mais aussi avec les nouvelles techniques
digital, numérique, on est capable aussi de faire des choses à distance. Donc, grâce à des simulateurs, de la réalité virtuelle, avec des lunettes connectées qu'on commence à développer sur le terrain, avec le télémentoring. Donc, c'est encore un mix de choses. Et donc, vraiment, l'accélération du digital nous a permis aussi de pouvoir continuer et assurer la formation des professionnels de santé, que ce soit les chirurgiens, les médecins, mais aussi le corps infirmier. Merci Christophe. Alors, merci de votre réponse sur la formation des professionnels de santé. Je vais lancer un petit sondage à l'attention de tous les participants. Hein, donc, vous allez voir, c'est très, très simple. Le sondage porte sur, justement, vous, de votre côté, hein, dans vos différentes sociétés. Qu'avez-vous mis en place pour continuer à former les professionnels de santé? Hein, donc, vous avez plusieurs possibilités, hein, et n'hésitez pas à nous donner vos réponses. Voilà, je vous laisse un petit temps pour voter. Dès que j'arrive vers les 80% de votants, je clôturerai le sondage et puis je le partagerai avec tout le monde et je laisserai Christophe le commenter. Hein, donc, vous avez pu mettre en place différentes choses, des webinaires, de la visite à distance. Je sais que ça a été beaucoup testé. Des modules de e-learning pour former à distance, transformer des symposiums en des symposia online, des classes virtuelles. Hop. Je vous laisse 5 secondes et je clôture. 3, 2, 1. Je mets fin au vote et je partage les résultats. Ouais, Christophe. Ouais. Pas étonnant. Un point sur les webinaires, ce qui est assez intéressant, c'est que d'après nos informations, tout ce qui est congrès virtuel a moyennement fonctionné parce qu'un congrès sur une journée où il faut s'inscrire toutes les heures à une nouvelle session, il n'y a pas eu trop de succès sur ce type de formation virtuelle. Par contre, les webinaires qui durent 1 heure, 2 heures, maximum 3 heures, plutôt en fin de journée, très gros succès. Et en tout cas, c'est l'expérience qu'on a chez Johnson & Johnson Medical. Donc, ça rejoint le taux de réponse qu'on a eu ici, je pense. Et est-ce que vous avez analysé quel serait justement le temps optimal pour un webinaire et le nombre d'orateurs sur un webinaire? C'est ça, c'est entre 1 heure et 3 heures. L'expérience qu'on a ici en interne, c'est maximum 2 heures. Et c'est le bon temps pour garder l'audience connectée et pas perdre trop de monde en cours de route. Merci beaucoup, Christophe. Hein, je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en utilisant l'icône Q&R et à l'issue de l'interview, je poserai les questions, j'en sélectionnerai, je piocherai dans les questions et j'en poserai certaines à Christophe. Hop, j'arrête le partage de ce sondage. J'ai une autre question pour vous, Christophe. Est-ce que vous pensez que cette crise, hein, que nous affrontons actuellement a accéléré la digitalisation des pratiques dans la santé? Définitivement, hein, on voit que un énorme saut du numérique, tant pour aider à la prise en charge des patients, que d'améliorer la coordination des soins, que d'assurer une information au grand public. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est télémédecine a explosé. On a vu aussi d'ailleurs beaucoup de concentration ces derniers jours, dernières semaines, au niveau industriel, hein, dans tout ce qui est télémédecine. On a vu il y a quelques mois Teladoc qui a racheté l'Innovo, le numéro 2 mondial, pour 17 milliards. Donc, on commence à parler de chiffres hallucinants pour le monde de la télémédecine. Donc, ce qui montre un intérêt et un pas de géant que l'on a réalisé finalement en quelques semaines. On est aussi en train de se rendre compte que la digitalisation nous fait avancer vers la médecine 4.0, hein, qui sera, c'est les 4P, donc ce n'est pas les 4P de Kotler, mais c'est vraiment pour la médecine préventive, la médecine prédictive, la médecine participative et puis bien sûr la médecine personnalisée. Johnson & Johnson en France a joué un rôle prépondérant là-dessus ces derniers mois, puisqu'on a participé à la mise en place de la plateforme maladie-coronavirus.fr lors de la première vague pour soulager le 15, vous vous souvenez, le SAMU, puisque c'était une des grosses problématiques mi-mars. On a aussi participé à l'élaboration de Covidom, hein, qui est une plateforme patient qui permet aux patients atteints du Covid ou potentiellement atteints du Covid d'être suivis à distance. C'était principalement en Ile-de-France. Et donc voilà, donc ça, c'était des initiatives assez intéressantes, focalisées sur les patients et aussi pour assurer une meilleure coordination du système de santé finalement.
Et puis tout ça, finalement, ça s'inscrit bien dans tout ce qui est le plan Ma Santé 2022. Donc on pense que ça aide à aller sur la bonne voie par rapport à ça. Merci Christophe. Alors, une question qui, je pense, taraude énormément de personnes aujourd'hui, hein, c'est la question justement du métier des commerciaux. Hein. Forcément, ce métier, eh ben, il a évolué par la contrainte au cours de l'année 2020. Hein. Quelle est votre position là-dessus? Comment est-ce que ce métier est en train de changer, d'évoluer? Dans quel sens? Alors, c'est une excellente question. On n'a pas forcément la réponse totalement claire parce que le post-Covid nous dira ce qu'il en est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui vont rester. Après, on va certainement vivre un rééquilibrage entre le virtuel et le physique. Ce qui nous manque aujourd'hui, on le voit tant pour nos clients que pour nous, c'est quand même le contact humain qui est extrêmement important dans notre métier. Après, la place du virtuel a définitivement un rôle à jouer pour gagner du temps et mieux servir les clients et de manière plus qualitative. C'est-à-dire que parfois, on fait 1 heure de voiture pour aller faire une demi-heure de rendez-vous avec un pharmacien ou un surveillant de bloc ou un professionnel de santé. Aller-retour, ça fait 2 heures, etc. Donc, vous avez perdu une matinée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en virtuel. Et donc, ça permet de servir d'autres clients, de répondre aux attentes d'autres clients de manière plus séquencée, plus continue. Et si je prends l'exemple de la traumatologie, qui est une spécialité très répandue en France dans beaucoup d'hôpitaux. On sert pas loin de 800 centres pour la traumatologie en France aujourd'hui. Comment voulez-vous servir de manière qualitative, avec le même niveau de qualité, 800 centres de traumatologie en France? Donc, le digital, le virtuel, forcément, vous pouvez être en contact de ce type de clients beaucoup plus régulièrement et donc apporter beaucoup plus de qualité. Donc, définitivement, un équilibre entre le virtuel et la présence physique. Et puis, une parenthèse, un peu plus de virtuel et moins de route, c'est toujours ça de gagner pour l'impact CO2. Et c'est des choses chez Johnson & Johnson auxquelles on est extrêmement sensible et on sait que nos clients le sont aussi. D'accord, donc alors pour rebondir sur cette question, l'année 2021, vous l'abordez comment, Christophe? Ça dépend des semaines, mais en tout cas, non, sérieusement, de manière extrêmement confiante, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le vaccin est là, les vaccins sont là. Donc après, on sait qu'il y a des problématiques de logistique pour être assez rapide pour vacciner la population française, mais on imagine que ce sera résolu extrêmement rapidement. Johnson & Johnson et Janssen va annoncer dans les prochains jours les résultats de la phase 3 clinique et donc on espère que le vaccin soit disponible en France extrêmement rapidement maintenant. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles. On commence à voir la lumière au bout du tunnel. On sait aussi que le secteur du dispositif médical a été un peu remis au centre des préoccupations en France. Emmanuel Macron l'a dit en octobre, qu'il considérait le secteur du medical device comme une industrie clé pour la France. Donc ça, c'est aussi un signe extrêmement prometteur qui devrait aussi pouvoir nous permettre d'avoir des interactions et des discussions encore plus qualitatives et encore plus constructives avec les tutelles pour justement favoriser l'innovation en France et faire de la France une terre justement d'innovation au service des patients. Et puis, personnellement, je pense que on va certainement vivre au niveau macroéconomique un trou d'air dans quelques semaines, quelques mois, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont à la peine, tant dans le medical device que dans d'autres secteurs d'activité. Un medical device en 2020, on estime à travers le Syntem entre moins 10 et moins 20% de chiffre d'affaires en général. Plus de 90% des entreprises en France dans le medical device sont des PME. On sait ce que ça veut dire en termes de cash flow, de profitabilité, etc. Donc certaines entreprises qui ont des difficultés, mais en même temps, on sait que l'État va réinjecter beaucoup d'argent pour justement refaire décoller l'économie rapidement. Et dans le medical device, on a vu déjà après la première vague que l'activité revenait à la normale, à des niveaux pré-Covid extrêmement rapidement. Et donc la bonne nouvelle, et on l'a vu en deuxième vague aussi, que finalement l'activité a été moins soutenue que d'habitude, bien évidemment, au mois de novembre, mais pas de manière si catastrophique que ça. Donc, ça veut dire que le système de santé est quand même très agile localement
c'est d'adapter très rapidement entre la vague 1 et la vague 2. Et donc, même s'il y a une vague 3, on estime que l'impact sur le medical device sera, disons, contrôlé et qu'il y aura rapidement une remise à niveau et un retour à l'activité normale, voire un effet de rattrapage sur la deuxième partie de l'année. Et donc, on est fin prêt au service des patients. Donc, vous êtes résolument confiant, c'est ça, sur 2021? Exactement, confiant et prêt à continuer à innover et à apporter nos innovations en France, puisqu'on a pas mal d'innovations qui n'attendent que ça et pour apporter justement ce bénéfice aux patients. Alors, j'en profite pour lancer un deuxième sondage, hein, pour vous poser la question, à vous, dans quel état d'esprit est-ce que vous abordez 2021? Donc, le sondage a dû s'afficher, hein, vous avez plusieurs réponses possibles. Est-ce que vous êtes, comme Christophe, résolument confiant sur 2021? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou prudemment optimiste? Sceptique, hein, attentiste, inquiet, voire résolument pessimiste sur cette année 2021? Merci, merci à tous, merci à tous les votants, merci à tous les participants de cette académie, hein. Vous êtes une fois de plus aujourd'hui très nombreux. Je vous laisse encore 5 petites secondes. Dès qu'on est à 80% de votants, je vais clôturer ce sondage. Voilà, hop, 3, 2, 1. Je mets fin au vote. Et je partage les éléments. Christophe, je vous laisse commenter. Non, on voit que dans l'industrie de la santé, alors je ne sais pas qui est exactement connecté, mais j'imagine que beaucoup de mes collègues et confrères. Et donc voilà, on voit qu'il y a de l'optimisme et qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Donc, il faut encore tenir quelques semaines. Il faut tenir les équipes, hein, parce que c'est simple pour personne. Il y a beaucoup de personnes isolées, beaucoup de familles en difficulté. Et donc, il faut essayer de tenir tout le monde, communiquer énormément avec les équipes, avec les clients, pour que tout le monde garde le moral et puisse arriver au printemps, à l'été, avec l'énergie nécessaire pour réattaquer et se remettre dans le jeu. Merci Christophe, hein. Donc effectivement, 3 personnes sur 4 qui se disent confiantes ou prudemment optimistes sur 2021. Alors, merci Christophe d'avoir répondu à ces questions. On va passer à la séance de questions-réponses. Avant ça, je vais vous lancer quand même un dernier sondage, hein, c'est l'occasion. Vous avez parlé, Christophe, des vaccins. Donc, je vais partager avec vous un dernier sondage sur les vaccins. Hop. Vous attendez, j'imagine, à la question. Alors, je me pose la question en participant, hein, est-ce que vous comptez vous faire vacciner? Donc, vous avez 3 possibilités, oui, non, ou alors bien vous êtes en train d'y réfléchir. Je n'ai pas spécifié le vaccin, hein, mais de manière générale, est-ce que vous comptez vous faire vacciner? On fera peut-être passer les résultats de ce sondage au SNITEM. Hop, je mets fin au vote. Merci à tous, je partage. Christophe, je vous laisse commenter sur voilà, quasiment 3 personnes sur 4 qui sont prêtes à se faire vacciner. Non, c'est difficile de commenter parce que je pense que c'est un choix très personnel. Après, moi, j'ai qu'une seule finalement question par rapport à ça, c'est a-t-on vraiment le choix? Merci Christophe, merci. Il est 12h20, on essaye lors de ces académies, hein, d'être dans les temps. On passe à la séance de questions-réponses. Donc sur cette séance de questions-réponses, on a récupéré, il y a déjà beaucoup de questions qui s'affichent. Donc je vais les prendre dans le désordre, hein. J'essaie de piocher celles qui sont les plus, qui reviennent le plus. Première question. Hop. J'ai perdu mes questions. Et voilà. Alors, Christophe, j'ai une question sur une première question. Vous avez parlé de réalité virtuelle, de VR. J'ai une première question qui parle de la réalité virtuelle. Quel est le retour des professionnels de santé sur la réalité virtuelle comme outil de formation? Assez enthousiaste. Après, je pense qu'au niveau technique, on doit tous encore évoluer, mais il y a une excellente base de travail. Donc, on est au balbutiement, mais en tout cas, un premier feedback très positif.
Après, c'est aussi des nouvelles manières de travailler, donc il faut s'adapter, il faut essayer, expérimenter. On a chez Johnson & Johnson Medical cette culture de l'expérimentation, donc le test and learn, hein, comme on dit en anglais. Et donc voilà, donc c'est ce que l'on est en train de faire avec ce type de technologie. Mais on sait que de toute façon, il y a certains types de technologies où on n'a pas le choix d'y aller, donc il faut y aller petit à petit en apprenant, en rectifiant, et puis mais en continuant en avançant certainement. Merci. Une deuxième question de la part de Élise qui vous demande quelle place pour les réseaux sociaux dans l'approche omnicanal de J&J Medical Device? Question très intéressante, c'est le cœur de l'actualité. Réseaux sociaux, bien évidemment, on est sur des pages comme LinkedIn avec Johnson & Johnson Medical Devices France sur LinkedIn. Donc, on communique de plus en plus. Après, en France, on est dans un cadre légal extrêmement restreint pour tout ce qui est industrie de la santé. Donc, on ne peut pas communiquer sur les produits, par exemple, etc. Donc évidemment, c'est assez restreint. Donc, c'est plus de la communication large et peu spécifique à des produits, mais ça peut être au niveau de certaines pathologies pour faire de l'information patient ou information professionnelle de santé, mais en tout cas en aucune mesure sur des produits. Donc voilà, donc équilibré. Donc l'environnement plutôt que le produit, c'est ça? Exactement. D'accord. Une troisième question, alors qui est par rapport au métier des commerciaux, hein, j'imagine la question à laquelle vous avez répondu sur les commerciaux. Est-ce que vous avez eu des réticences de la part d'hôpitaux, de cliniques, quant à la réception de commerciaux en post-Covid, c'est-à-dire actuellement? Bien sûr. Il y a des hôpitaux dans lesquels, je prends l'exemple du CHU de Nancy, où depuis le début octobre 2020, on n'a pas accès du tout à l'hôpital. Donc c'est à part sur des problématiques cliniques d'urgence, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est un choix de certains hôpitaux et pas de souci par rapport à ça. Et puis pendant la crise, où il y avait des besoins de formation spécifique où on n'avait pas accès, j'ai un exemple sur un hôpital dans le sud de la France où notre commercial a formé le corps médical sur certains produits voilà, sur le parking de l'hôpital. Donc voilà, donc on s'adapte, on fait preuve d'agilité, de créativité. Et voilà, donc je pense que c'est le choix de certains hôpitaux. Par contre, tant on peut continuer à avoir accès au bloc pour la chirurgie d'urgence, je pense que c'est le principal, et le reste, tout le monde s'adapte, tant le professionnel de santé que l'industrie. Merci. Alors, pour rebondir sur justement le bloc opératoire, on a une question sur le bloc opératoire. Est-ce que vous pensez que la crise de la Covid va accélérer le développement de ce qu'on appelle le bloc opératoire du futur, hein, fondé sur l'efficience opérationnelle, la robotique, l'interopérabilité et tout ça? Je pense que le fait que toute l'industrie, tant les professionnels de santé que les industriels, ont fait un grand pas vers la digitalisation, le numérique. Je pense que justement, ça va faciliter. Je pense qu'il y avait une certaine peur de la part de certaines personnes vers du numérique, du digital, notamment au bloc opératoire, où c'est le chirurgien qui décide de tout et qui finalement qui se fait peu aider. Mais en fait, le numérique, le digital, qu'est-ce que ça va favoriser? Ça va faire des cerveaux finalement additionnels autour du chirurgien, qui va pouvoir capter beaucoup plus d'informations pertinentes grâce à l'intelligence artificielle, par exemple, à l'imagerie, et qui va permettre au chirurgien de prendre des décisions encore plus pertinentes en paire opératoire. Merci. Alors, une question sur la stratégie de J&J, peut-être la dernière question, hein, avant de libérer tout le monde et de respecter le temps imparti. Comment est-ce que J&J prépare sa relance post-Covid et compte implémenter sa stratégie court terme durant la pandémie? Je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais non, plusieurs choses. C'est qu'on profite des périodes de confinement pour accélérer la formation de nos équipes, que ce soit en back-office ou nos équipes terrain. Donc, un vrai focus sur la formation. On continue à être extrêmement connecté avec notre écosystème, que ce soit clinique ou non clinique. Et puis, on a continué à focaliser sur les projets prioritaires de l'entreprise, à les développer, à les implémenter. Et donc, on n'a rien arrêté pendant l'année 2020. On n'a rien mis en stand-by. On a la chance d'avoir une entreprise qui nous a suivis aussi au niveau global pour continuer à investir.
sur certaines, et puis même en R&D, hein, Johnson Johnson n'a coupé aucun budget R&D dans la partie medical device en 2020. Juste une parenthèse, hein, Johnson Johnson est un des 10 groupes au monde, tout secteur, toute industrie confondue, à investir le plus en R&D en dollars. Donc voilà, et on continue très fortement. On a des objectifs extrêmement précis, hein, sur le moyen terme, notamment dans le numérique et dans ce qu'on appelle le digital surgery. Et donc, on avance. On a eu hier la nouvelle, vous l'avez certainement vu, on a eu le 510K pour le robot en chirurgie orthopédique aux États-Unis. Donc voilà, on avance très vite parce qu'il y a des besoins patients et qui sont extrêmement bien définis. Et donc, on doit être prêt pour cela. Très bien, merci. Écoutez, il est 12h30, hein, vous connaissez la règle sur Invivox, on essaye de démarrer à l'heure et de terminer à l'heure pour vous laisser aussi une heure tranquille pour aller déjeuner. Christophe, est-ce que vous avez un dernier mot? Est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé très rapidement, ou alors est-ce qu'on peut clore cette session? Non, on peut clore. Et juste un dernier mot, c'est continuer à se protéger et faire passer le message qu'il faut se protéger du Covid ces prochaines semaines et d'être extrêmement précautionneux. Et puis garder le moral parce que la lumière est au bout du tunnel et je pense qu'il y a plein de bonnes choses derrière. Et donc, il faut continuer à avancer, pas s'arrêter et puis profiter peut-être de ces moments de parenthèse sociale pour justement continuer à évoluer, à lire ou à faire d'autres choses, et s'éduquer et pour mieux attaquer l'avenir. Mais on est en train de très, très bonne position en France. Et donc, on a cette chance-là, je pense, dans l'écosystème français. Merci infiniment, Christophe. Merci à tous les participants. Je vous rappelle, jeudi prochain, à la même heure à midi, on va parler de création de contenu, hein, qui est pour les professionnels de santé et pour assurer leur formation en mode à la carte. On parlera ensuite de l'aspect réglementaire le jeudi suivant, le 4 février, avec le SNITEM qui répondra à toutes vos questions sur l'utilisation des réseaux sociaux quand on travaille dans le monde du dispositif médical. On vous attend, vous savez comment vous enregistrer. Merci beaucoup. Et puis peut-être pour terminer, hein, pour rebondir sur ce que disait Christophe, sortons tous couverts. Merci Julien, à bientôt. Merci beaucoup Christophe. Bon appétit à toutes et à tous.